Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend C'était prévisible. C'était prévisible. Les pros, les champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Quel Et con. il s'accroche. Et il Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Eh bien, un énorme merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. En tout cas, c'est la rentrée de la Formule 1. Et oui, c'est bizarre, il y a 2 rentrées en ce début de saison de F1. Et en tout cas, aujourd'hui, on est en direct de Miami, toujours sur le yacht de la production Barbecue Sport Club, comme on a pris nos habitudes saison après saison. Et qu'est-ce qu'on a pu voir pendant ce week-end de Formule 1 ? On a pu voir, par exemple, que Antonelli, c'est mon pote. Antonelli, c'est le pilote de Formule 1. Antonelli, c'est du sérieux. On a pu voir aussi que les ingénieurs McLaren, c'est du sérieux aussi. Puis on a pu voir peut-être que Verstappen, il redevenait sérieux. Ferrari, on n'est pas forcément sûr. En tout cas, on va en parler. On a pu peut-être aussi voir que les Français, c'était un peu sur le dimanche, ça ressemblait un petit peu à un tournoi de tennis du Grand Chelem. Mais bon, Alpine, c'est pas si mal. On en reparlera. Et en tout cas, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve les consultants que le monde entier nous envie. Je vais commencer par Lance Stroll qui est tout doucement en train de préparer une demi-finale de Ligue des Champions retour. Comment vas-tu, Lance ? Ça fait longtemps. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, ça va. Je la prépare depuis mon canapé à Paris, donc ça va. Un peu moins de pression que ceux qui sont du côté de Munich. Espérons qu'il se passe la même chose dans ce stade il y a un petit peu moins d'un an, un certain 31 mai, pardon. C'était le. Donc moi on est assez paisible, quoi qu'il arrive, ça reste encore une belle saison, donc ça va. Je te dirais peut-être pas la même chose à la même heure demain, mené 3-0 par le Bayern, mais sinon pour l'instant ça va. Ok. Écoute, j'ai l'impression que t'as l'air quand même un petit peu dans tes petits souliers, mais bon, on va voir ça. C'est question d'habitude, c'est 3 demi-finales d'affilée de Ligue des Champions. C'est un rendez-vous classique maintenant. C'est ça. J'ai l'impression d'être le Real. C'est pas marrant. On va parler de ça aussi, de F1 avec Takuma Sado qui est présent, qui nous a fait pas mal d'infidélité depuis le début de la saison de F1 2026, notamment pour du football écossais, d'après ce que j'ai entendu, et il s'en donne à cœur joie. Ouais, cœur joie. On verra. On verra. Il y a un peu de stress aussi. Un peu ? Non, jamais. Mais enfin, content de retrouver le barbecue Formule 1, mon premier de la saison. Ça faisait longtemps, ça me manquait. J'étais sur d'autres terrains de sport, je n'étais pas bien loin. Mais d'autres activités, puisque tu es un commentateur assidu quand même du championnat écossais notamment, puis aussi sur Barbecue Sport Club. Tu es présent quand même. Fréquemment dans les émissions à la fois foot, basket. Foot, je viens un peu, mais c'est pas non plus mon terrain le premier. Disons que le foot, à chaque fois qu'il vient, ça c'est plus une prise d'otage qu'un podcast, parce qu'à chaque fois on fait des podcasts d'à peu près 78 heures, donc on fait des podcasts semaine. C'est un nouveau concept, donc c'est pas mal. Ok, bon. Ouais. En tout cas, là, on va parler F1. Alors, grosse pause de la Formule 1 suite à l'annulation de 2 Grands Prix. Pour une raison basique, c'est que c'est la guerre et donc forcément ils ont été obligés d'annuler les Grands Prix quand même.
Et donc, on se retrouvait avec une pause plus longue que même la pause estivale, quasiment. Je caricature un peu, mais ouais, 5 semaines de pause. Et retour à Miami pour ce Grand Prix avec une course sprint. Et on se disait, Mercedes écrase tout depuis le début, ils sont tranquilles. Anthony était sur 2 victoires d'affilée. Que va-t-il se passer, puisque sur ces semaines, les écuries ont le temps de développer des choses, de proposer des améliorations. Et est-ce que Mercedes va continuer à avoir toute son avance? Et moi, il m'a semblé qu'on pouvait en douter au moins au départ. Et pourtant, au final, victoire d'Antonelli, pole position et victoire. C'est le 3e Grand Prix d'affilée où ça se passe comme ça, sur ce pilote de 19 ans. Tandis que son coéquipier Russell, qui est censé avoir, après ce début de saison de Mercedes, on se dit c'est l'année ou jamais, ça y est, c'est l'année de George. Et pour l'instant, ça fait un peu pchit. Qu'est-ce que tu penses de Mercedes après ce week-end de Miami, Takuma? Voilà, on se dit à chaque fois, Russell, ça serait quand même bien que par rapport à son coéquipier, eh bien il remonte un petit peu. Et puis là, il était loin en tout cas ce week-end. Je dois quand même avouer que même si on avait vu des prémices du talent de Kimi Antonelli, je suis surpris de la maturité qu'il a déjà dans ce début de saison. C'est assez incroyable. Alors, la saison reste encore longue et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un retournement, que Russell reprenne la main. Mais je dois avouer que ce début de saison d'Antonelli est quasi parfait. J'ai été surpris de revoir McLaren CEO, ça me manquait pas. Mercedes, je pense que Mercedes va tenir le cap jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'ils sont partis pour faire une très grosse saison en termes de points. Ils prennent les points là où ça compte, ils ont quand même le truc on essaie de marquer les points quand on peut, on essaie de sauver la mise. Et je pense que sur la sprint ils ont pas tout donné parce qu'ils savent que les points que tu perds sur la sprint tu les récupères finalement sur le GP, parce que sur la sprint Antonelli il fait 6e, donc il prend 3 points, il perd 5 points sur Norris et 4 sur Piastri. Et au final, il en récupère 7 sur Norris et 10 sur Piastri sur la course principale, donc il est gagnant. Et je pense que Mercedes sur la sprint a joué comme ils aiment bien faire, c'est-à-dire un peu de bluff. Ils ont laissé croire à McLaren que oui, ils étaient de retour, et puis sur la course, on a bien vu que ils avaient quand même un petit avantage, et on a un Antonelli qui est parfait pour le moment sur le début de saison. D'ailleurs, pardon, je m'excuse, je suis un peu long, mais on me dit que d'ici 15 minutes, il y a de la pluie qui arrive au virage 9. Voilà. Je vous tiens au courant si jamais j'ai d'autres infos. Mais du coup, Mercedes, oui, pour moi, ils sont favoris, ils s'installent comme favoris, et il y a 20 points d'écart entre Antonelli et Russell. C'est beaucoup et peu à la fois, parce que une course à 0, Russell gagne et ça change tout. Mais ça fait des points plus des points plus des points, et on sait qu'un championnat aussi, je pense qu'il va être très serré. Ça va être compliqué. Donc attention à Russell s'il veut pas se faire zober, alors que normalement le projet Mercedes depuis le départ d'Hamilton, c'est lui. Sauf que ils ont trouvé un nouveau jouet, et mon George, il va peut-être être frustré, et ça pourrait peut-être, alors là on part dans de la science-fiction, mais et est-ce que Russell saoulé partirait pas de Mercedes parce qu'il s'est fait prendre sa place de premier? Est-ce que ça libérerait pas des places pour d'autres pilotes, etc. Est-ce que ça ferait pas un chamboule tout? Nous verrons. Mais enfin voilà, Mercedes est bien présent, ils ont bien bossé, on le savait, et puis voilà. Ouais, après on se rappelle quand même qu'il y avait eu quand même des questionnements pour la prolongation de Russell chez Mercedes l'année dernière. Ça a mis beaucoup de temps. Il y avait ces rumeurs avec Verstappen, etc. On avait pu noter, ou semblait-il, que Toto Wolff semblait convaincu, mais pas non plus complètement, par notre ami George. Et ce début de saison, fait que les choses vont peut-être se tendre un peu, ou peut-être qu'il y a une pression sur les épaules de George qui fait que son coéquipier, qui montre tout son talent, semble prendre un peu le dessus. Presque on attend le prochain Grand Prix pour voir quelle va être la réponse de George. En tout cas, Lens, est-ce que on serait pas, effectivement, on avait dit nouvelle motorisation, ça y est, Mercedes c'est le moteur. Ouais, c'était annoncé, et c'est ce qu'on a vu.
On était peut-être aussi un petit peu plus étonné que Red Bull, qui est maintenant son propre constructeur, de son propre manufacturier moteur, même s'ils sont associés avec Ford, ça reste quand même Red Bull Powerplay. Euh, donc finalement, ils ont aussi un bon moteur avec cette fameuse zone grise qu'il y avait dans la réglementation avec le taux de compression, qui devrait normalement, je crois, peut-être être revu à partir de juillet dans ces eaux-là, que certaines écuries qui accusent un petit retard moteur, notamment Ferrari, avec les adios qui pourraient tomber en juillet, c'est-à-dire un peu plus de temps de développement moteur pour essayer de combler le retard. Tu pourrais avoir un resserrement des capacités moteurs, notamment thermique, parce que lui, l'électrique, la puissance, elle est fournie immédiatement. Pas beaucoup, avec beaucoup de récupération, même si ça allait mieux ce week-end avec l'aménagement, parce que cette pause d'un mois a aussi permis à la FIA de revenir sur la réglementation et essayer de rendre un peu moins bougon les fans de Formule 1 qui, pour le coup, c'est vrai, autant sur la course, ça reste de la gestion de course. Les gens, moi, c'est ça qui me désole, c'est qu'ils ont l'air de découvrir que les pilotes de Formule 1 sont des épiciers maintenant depuis quasiment 10 ans. Oui, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on a introduit le DRS parce qu'il y avait plus de dépassement, qu'on a introduit une obligation de s'arrêter une fois dans le Grand Prix parce que stratégiquement, ça pouvait faire avec la gestion des pneus aucun arrêt et donc aucun dépassement. Donc tu partais en pôle, t'arrivais premier. Donc il y a eu plein d'aménagements artificiels pour essayer de changer un petit peu tout ça. Mais les gens ont redécouvert cette saison que la réglementation c'était pas bien et ça faisait des courses et des dépassements artificiels. Pourquoi pas? S'ils avaient écouté un certain Max V, pilote d'une écurie autrichienne, il l'avait annoncé dès 2024. Je crois qu'il y avait déjà eu les premiers trucs de la réglementation. Il en parle déjà en disant il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais comme c'est Verstappen et qu'il a ce tempérament, les gens ont pas forcément écouté. Il dit oui, il fait que se plaindre, gneu. Et au final, en fait, Max Verstappen, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros cerveau de l'histoire de la F1 en termes de compréhension et de tout. Et tu parlais des petits changements de moteur, ça profite. Si une certaine écurie dans un pays en forme de botte continue de montrer qu'ils travaillent bien, ce serait bien qu'ils rattrapent leur retard sur le moteur, parce que sur le châssis, ils sont très très bien. Ouais, la voiture est très belle. Elle est très bien née. Le moteur, comme c'est un changement de réglementation, c'est très compliqué. Mais là, on peut pas dire qu'ils ont pas mal bossé. Autant il y a des années, on a clairement critiqué cette certaine écurie, mais là, au moins, ça avance quand même vraiment vers la bonne direction. Il faut régler ce souci. Et eux, ils sont pas trichés. Ferrari a pas triché, c'est quand même dingue. Après, ils ont eu un choix sur le développement moteur et notamment sur le turbo. Ils ont choisi un turbo plus petit. Alors, eux, ils se sont fait, ils se sont les reprises au niveau des virages. Donc, toi, typiquement, je vois pas ce qui peut empêcher Ferrari de gagner Monaco. Parce que c'est typiquement le Grand Prix qui leur tend les bras parce qu'il y a toutes les caractéristiques de la voiture, c'est-à-dire un bon châssis, des bonnes reprises, un turbo assez court, du couple, je veux pas dire à bas régime, mais voilà, ils ont tout pour gagner. Donc, on peut annoncer ici un doublé Ferrari pour Monaco, Leclerc de Hamilton, voire pourquoi pas Hamilton d'ailleurs qui gagne un Grand Prix, donc pourquoi pas du coup de Monaco. C'est bon, c'est parti, oui, la cote est pas mal. Cote Ferrari Monaco avec victoire d'Hamilton, c'est beau. Vous l'aurez entendu ici, un 5 mai. Je sais plus quand est-ce que c'est Monaco. C'est quoi? C'est en juin? Je sais. Alors, attends, je vais te dire. Enfin bref, avec tout ça, c'est important parce qu'il faut amener le yacht de Barbecue Sport Club la main pour pouvoir observer le Grand Prix. Monaco, c'est le 7 juin. Voilà. Donc en fait, par contre, c'est là où il y a des fois je me dis, est-ce que
Bien sûr, c'est un règlement moteur et on a vu à l'époque que quand Mercedes a fait bien naître sa voiture avec bien sûr le moteur de fusée qui allait à l'arrière, il pouvait rien leur arriver. Voire limite, on pouvait presque se questionner sur le fait qu'il y avait un petit bouton switch on que quand il voulait être un peu énervé, ça switchait. Il parlait il de mettait party 3 mode. secondes à tout le monde. Le party mode, c'est ce que Voilà. Hamilton avait raconté au Japon. Donc au final, ou même sur certains grands prix, je me souviens du Brésil où tu vois ils étaient, on se disait tiens attends on va peut-être les rattraper et ils ont mis ils ont activé le super boost et ils ont mis un écart à tout le monde. Donc ça c'est vrai que tout le monde voyait Russell partir premier Grand Prix largement. Et c'est vrai que moi, c'est comme Takuma, Antonelli, je regardais ça un petit peu de loin, un petit peu curieux. On se souvient aussi de sa saison passée, où il avait très bien commencé, puis était arrivé le Grand Prix à domicile en Italie, où il avait fait venir on l'a vu, ses camarades de classe. Et à partir de ce Grand Prix-là, il était tombé dans un trou noir. Il avait quasiment plus rien fait avant de revenir un petit peu sur la fin de saison. Ouais, c'est ça. Espérons pour lui qu'il lui arrive pas la même chose, parce que là, il n'aura pas deux fois le rookie wall. Hein. Il n'aura pas deux fois le rookie wall. Je pense que maintenant il est plus au fait. Je pense. Ouais. Donc c'est pour ça. On espère pour lui qu'il s'effondrera pas, parce que pour l'instant, j'avoue être complètement bluffé par ce jeune. Et Russell, pour le coup, lui, il peut vraiment commencer à se poser des questions parce que autant il avait une tondeuse à gazon sur l'ancienne génération, donc il a un peu mangé son pain noir. Ça a même fait partir Lewis Hamilton du côté du pays en forme de botte. Et là, en fait, il a enfin l'opportunité. Il gagne le premier Grand Prix large. Tu te dis, en fait, il a un boulevard pour aller prendre son premier titre de champion du monde, ce qui aurait fait plaisir, je pense, à pas mal de monde, parce que Russell est un pilote, je pense, assez aimé. Déjà, il est dans la bonne écurie, et en comparaison d'un Lando Norris, il est beaucoup plus aimé. Alors oui, mais il glisse très doucement. Il a un côté chouineur insupportable, Russell, mon Dieu. Alors après, je pense qu'il y a un débat à ouvrir sur le fait que est-ce qu'un champion du monde n'est pas un peu un chouineur dans l'âme ? Ça, je pense que ça fait partie, je pense, du package, hein, on va pas se mentir. Mais wow, qu'est-ce qui peut me gaver, Russell, et c'est ça insupportable, vraiment. L'autre, tu lui effleures à peine la roue, il push me off the track et machin, et oh, ça va, gros, calme-toi. Non mais c'est parce que vous aimez pas les Anglais, c'est normal. Alors vous n'aimez pas les Anglais, c'est vrai que peut-être. Voilà, t'adores le football écossais. Etc. L'Écosse déteste l'Angleterre. William Wallace, William Wallace du barbecue F1. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas aimé un pilote depuis David Coulthard, on le sait. Hein. Voilà, c'est une évidence. Ok. Non, c'est pour ça, Russell, pour le coup, il a et ça va il aussi. Sait qu'il n'a pas de marge d'erreur. Il n'a pas de marge d'erreur, quoi. Il sait qu'il faut qu'il soit parfait. Et ça va dans ton sens en disant un peu chouineur, en disant déjà rien qu'avant Miami, Miami c'est un circuit que j'aime pas. Il y a 3 circuits que j'aime pas, le Brésil, Zandvoort et Miami. Et vous aimez Miami, en fait, t'aimes pas dans Miami, la série. Moi j'aime pas Miami. Enfin c'est un des moins pires. Ouais, tu sais, si tu mets Las Vegas, bon, toi typiquement. Avec cette réglementation, Las Vegas, on va avoir du super clipping dans le premier tiers de la grande ligne droite qui fait mais même Bakou. Enfin sur la double ligne droite. Le Mexique, voilà, c'est pour ça qu'il y a des grands prix où autant la Chine, ça pouvait être sympa, ça tournait un petit peu. C'est un choix de grand prix. Donc finalement, il y a quand même des circuits. Tu te dis, il y a des gros freinages. Tu peux essayer de recharger la batterie, il va y avoir moins. Monaco, on n'en parle même pas. Monaco, limite, c'est le Grand Prix pour cette nouvelle réglementation. Mais alors, tu as quand même pas mal de circuits où... je vais pas dire que c'est des carrés, mais... Attendez le circuit de Madrid. Ouais. Oui, j'allais dire une bêtise. Oui, le tracé est déjà sorti. Il faudrait que j'aille le regarder. Je vois pas du tout à quoi il ressemble, d'ailleurs. À rien. Ouais. Bonne soirée. En tout cas, ouais. Et puis tu t'avais pas fini tout à l'heure, Lance, mais tu disais que il y a eu des évolutions de la réglementation.
pour que justement le mode la qualification redevienne plus justement un truc de gestion où il y ait moins de récupération obligatoire en fait pour les pilotes, que ce soit des tours qualif comme c'était auparavant. Et ça va même évoluer suivant les grands prix, parce qu'il y en a certains justement où si t'as pas assez d'endroits où tu peux récupérer l'énergie, ça peut varier. Là, Miami, c'était pas l'extrême. La barre était un petit peu moins que sur le GP. Mais à l'arrivée, je crois qu'au lieu de récupérer 8 ou 9, t'étais à 7,5, donc tu gagnais un petit mégajoule de récup. Donc finalement, t'es moins dans la gestion, t'es moins dans la récupération, donc t'attaques plus. C'était un petit peu ce principe. Moi, je pense qu'il faudrait même aller encore plus loin. C'est-à-dire que pour vraiment rendre... Mais il y a même... Et ça arrivera peut-être en 2007, ils voulaient faire quelque chose d'un peu green en mettant quasiment du 50-50 thermique électrique. Je pense que pour la majorité des gens, des suiveurs de F1, notamment sur le Grand Prix, si tu pouvais avoir un 70-30 thermique versus électrique. On rappelle que monsieur le chef là, qui est insupportable, qui verse de l'eau sur Antonelli, la Ben Sulayem, alors lui veut vraiment être le héros du film, c'est le Ringard de 3000. Il a annoncé que ce serait retour au V8 thermique en 2031. Ouais. Il fait, oui. Dis donc, tu nous prendrais pas un peu pour des jambons de 3 semaines? C'est vrai qu'ils ont annoncé. Tu dis à toutes les écuries de développer un système thermique hybride horrible, parce que tout le monde a galéré. Hein. Mercedes a trouvé une faille et bravo à eux, mais toutes les écuries, c'était une épine aux fesses de développer ça. Et tu leur dis, c'est bien votre truc, vous le foutez à la... Voilà, on va faire 5 ans et après à la benne. Surtout, c'est que tu as fait venir Audi, tu fais venir Cadillac, tu fais venir toutes ces écuries parce que tu leur dis ça pourra être réutilisé sur l'industrie. C'est aussi pour ça que le MGU-K, je comprends toujours le K et le H. Enfin, l'un des deux a été bazardé parce que trop compliqué et qu'il n'y avait pas de débouché dans l'industrie. C'était extrêmement compliqué, ça valait extrêmement cher et tu pouvais pas le réutiliser derrière par les constructeurs. Donc c'est pour ça que Cadillac est venu, c'est pour ça que Audi est venu pour pouvoir justement que ça soit une vitrine. Donc si les mecs tu les fais revenir à des bons gros V8 turbo, avec un bon gros turbo bien balèze avec mais peut-être que l'essence sera renouvelable. Ça sera peut-être du colza. Ouais. Et là, dans ce cas-là, ça serait... J'ai l'impression que c'est pas encore sûr que ça soit prêt à ce moment-là, mais il y a aussi le fait que, par exemple, en Union européenne, on avait prévu la fin du moteur thermique dans pas très longtemps, et puis en fait, c'est un objectif qui a été repoussé et qui est remis maintenant au calendrier grec, et il n'y a pas de Grand Prix en Grèce pour l'instant. Donc voilà, mais mais la Turquie est de retour. La Turquie est de retour. Attention, oui, alors d'ailleurs, n'avivons pas le conflit gréco-turc non plus, quoi. Non, mais alors d'ailleurs, annoncer le retour du Grand Prix de Turquie le jour de la commémoration du génocide arménien, j'ai trouvé ça de mauvais goût, vraiment. Alors, quelque chose me dit qu'ils en ont rien à faire. Mais en Azerbaïdjan, limite, ils vont en Azerbaïdjan déjà, évidemment qu'ils en ont rien à faire. Hein, je veux dire, je le savais déjà. Après, c'est comme on dit, quoi. Souvent, c'est avant même des pensées diaboliques, il y a juste la stupidité, peut-être avant tout ça. Même si on peut alors attendre. que Petronas, ils ont des milliards de pognon. Ils veulent pas refinancer le circuit de Sepang, qu'on s'amuse un peu. Qu'est-ce qu'il était bien, ce circuit, de grâce. Ouais. Bon, bref. En tout cas, on a déjà fait des bonnes digressions là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est le retour, hein. C'est le retour. On avait tellement de choses à dire qu'on balance tout. Donc là, on a fait le tour de Mercedes. On a dit Antonelli, Russell. On sait pas trop s'il fallait faire des paris là. Antonelli, là, il est bien parti. On attend un petit peu avant de dire Antonelli, Russell, quoi qu'on dit. Après, toi, déjà, on va voir à Montréal dans 3 semaines. Enfin, dans 2 semaines. Montréal, c'est un circuit particulier. 3. C'est dans 3 semaines, ouais. C'est un circuit particulier, mi-urbain, mi-pas urbain. Il faut être précis et tout. Là, je pense qu'on pourra avoir un bon premier test pour tout le monde. Et là, on pourra peut-être se dire, tiens, ça sera peut-être plus Antonelli ou Russell. Après, de toute façon... C'était Russell qui avait gagné l'année dernière, quand même. Donc, il a pas dit qu'il aimait pas ce circuit.
Bah là, c'est pas un circuit de kart, c'est apparemment. En plus, c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait, le circuit a été complètement lessivé. Il était complètement vert, donc ça glissait encore plus que d'habitude. À Miami, on était plus sur un circuit là pour le coup vraiment Mario Kart. Il manquait plus que la piste elle soit colorée d'un arc-en-ciel, et ça aurait été magnifique. Mais ouais, normalement, le Canada, t'es vraiment sur du circuit traditionnel. Moi, en tant que vieux con de la Formule 1, j'aime bien ce circuit et j'aime bien le mur des champions. Et ça me manque un petit peu des mecs de fond de grille qui vont taper, mais je fais confiance à Lance Stroll pour raviver la flamme du mur des champions. Donc, non, c'est un circuit qui est toujours sympa. Et en plus, vu qu'il est dans Gran Turismo 7, je le connais bien. Ok, bon alors on va peut-être passer dans ce cas à une écurie qui revient sur le devant de la scène. Ça, on avait vu une amorce de cela sur le Grand Prix du Japon. Mais ça y est, McLaren, ils ont un moteur Mercedes aussi, donc ça peut expliquer que ils ont peut-être eu le plan pour comprendre. Ils ont eu le temps de le lire pendant les 5 semaines d'interruption. Il y a probablement de ça. Mais voilà, on a notre ami, le cher ami de Takuma, Lando, qui est de retour au premier plan, qui lui-même chouinait un petit peu en disant que il aurait pu quand même gagner avec une stratégie de course peut-être différente, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en sortant de sa voiture. Et puis Piastri, pas si loin. Takuma, voilà, Zach Brown avait le sourire. Est-ce que toi non, t'as pas le sourire là, il y a pas de, vous avez pas la vidéo, vois, mais non, pas de sourire. Tu vois, tu viens de dire Zach Brown avait le sourire, ça m'a gâché la soirée. J'ai rien que d'imaginer sourire, vraiment. Il y a des personnes comme ça. Non, mais McLaren, on savait que de toute façon, ça resterait une écurie dangereuse. Il commence à un peu mieux comprendre le moteur Mercedes, à mieux pouvoir en tirer profit, on va dire. Donc, ça leur permet de faire de meilleures performances. Donc voilà, ça va revenir dans l'ordre et évidemment qu'ils seront dangereux. Ils ont un duo de pilotes exceptionnel. Je sais pas quel est le meilleur entre Norris, Piastri, Russell, Antonelli. Je sais pas lequel des deux est le meilleur actuellement parce que j'aime beaucoup Hamilton, mais Hamilton est quand même dans un creux en ce moment et c'est compliqué de le mettre un peu au même niveau sur cette saison. J'entends, hein, c'est pas pour enlever de la légende. Donc je me faisais pas de soucis pour McLaren. Ils prennent le sprint, je pense que ça leur fait du bien. Ils font un double podium, donc pareil pour le moral, le moral des troupes. Voilà, c'est très bien aussi. Donc ils repartent sur leur lancée et ils seront des vrais concurrents à Mercedes et Verstappen sur la fin sur tout le reste de la saison. Après, on verra les évolutions de chacun et chacune parce que Mercedes n'avait pas trop amené, je crois, sur ce Grand Prix. Donc, non. On n'est pas à l'abri que ça bosse en secret pour apporter une pièce, genre une ailette à la con et qui en fait te fait gagner 2 dixièmes parce que le flux d'air est redirigé dans un truc. Tu fais ouais bon, ok les mecs, vous êtes des tarés. Non mais on les connaît, hein, Mercedes qui étudie le règlement pendant des mois et des mois et qui trouve la pièce. Donc voilà. Mais McLaren de retour, pas de surprise. Ils vont être là sur cette réglementation et puis voilà. Ok, t'en penses quoi, toi, de Lance, de ça? Est-ce que c'est pas juste ce qu'il leur fallait, évidemment, puisque c'est pas eux qui font le moteur, plus de temps que Mercedes pour optimiser tout ça? Et puis avec ces deux pilotes qui sont assez talentueux, ça porte des fruits. Effectivement, victoire à la sprint, double podium pour le dimanche. En tout cas, il y avait Russell dans le rétroviseur, quoi. Est-ce qu'on est forcément étonné? Non, parce que sur les finalement 5 équipes qui se détachent, des 4 top teams et avec Alpine qui est un peu tout seul dans le millefil, mais finalement c'est vraiment la 5e force du plateau. Sur les 5, t'en as 3 qui sont motorisés par Mercedes. Mercedes, c'est normal parce que eux, ils ont conçu le moteur et l'intégration dans le châssis en même temps. Ils ont développé d'abord le moteur pour eux. Et après, c'est vrai qu'ils ont des clients avec qui ils prêtent les ingénieurs, enfin ils prêtent, ils louent leurs ingénieurs, ils sous-louent plutôt leurs ingénieurs à d'autres écuries.
mais quelques-uns comparés à l'armée mexicaine qu'ils ont à disposition. Et après, oui, c'est normal. On connaît la qualité de fabrication. On parlait du châssis de Ferrari tout à l'heure, qui est peut-être le meilleur de la grille. Celui de McLaren, il n'est pas pourri non plus. Et depuis 2 saisons, ils ont montré qu'ils savaient très très bien développer tout ce qui était châssis et aéro. Et finalement, ce qui a aussi peut-être un petit peu ça a frappé les gens, notamment avec le retour à Miami, c'est qu'on disait que c'était vraiment une réglementation moteur, à vraiment limite du 80-20, et en fait, on se rend compte que non, l'aéro et le châssis comptent énormément aussi sur cette réglementation, donc ça rééquilibre aussi un petit peu. Et finalement, des voitures comme McLaren avec un très bon châssis, et un très bon aéro et de très bons ingénieurs pour faire fonctionner tout ça. Tu mets un moteur Mercedes, même s'il n'est pas développé pour toi, qui est quand même d'un très haut niveau aussi, bah, ça fait un package pour aller embêter l'écurie, je ne veux pas dire l'écurie mère, mais l'écurie mère du moteur. Euh, donc au final, ils ont tout pour eux pour vraiment être le poil à gratter. Même plus que Ferrari au final. Après Ferrari, on va voir ce que ça va donner parce qu'avec, on disait tout à l'heure, le moteur et le déficit qu'ils ont avec le choix d'un turbo plus faible, là, ils rentrent sur la partie thermique quasiment 30 chevaux. C'est ça qui est à peu près estimé en ce moment. Et donc c'est énorme. Mais si McLaren n'a pas ce problème-là, eux, ils peuvent aller challenger directement Mercedes, même si je suis de l'avis de Takuma. On n'est pas à l'abri qu'ayant un très bon moteur, ils n'aillent pas trop sur cette partie-là et que maintenant Mercedes se mette aussi à développer et amène des packages justement sur le châssis et sur l'aéro pour améliorer tout ça. Donc ouais, on va avoir, je pense, une belle bataille. On voyait peut-être trop facilement Mercedes dominer, faire une Red Bull d'il y a quelques saisons et gagner quasiment tous les grands prix avec leurs 2 pilotes. Je pense que McLaren, Lando et Oscar viendront perturber. Ça sera les chiens dans le jeu de qui, comme on dit. Ouais, oublie pas. Il y a un Néerlandais. Hein. Alors, Il y a un Néerlandais qui a du bien de sa voiture. Oui. C'est très bizarre. Et donc ça fait bizarre. C'est pas un kart. Et il a dit, bah voilà, je commence à avoir confiance en la voiture. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à prendre les risques et à pousser. On sort le popcorn et on va se régaler, quoi. Ouais, après c'est marrant parce qu'on l'entend quand même pas mal chouiner quand il conduit. Après la radio est sélective. La radio est sélective. T'écoutes les radios et ça chouine, tous ils chouinent, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr que même Pérez et Bottas dans leur tracteur Cadillac, ils vont chouiner aussi. Pas de souci. Donc est-ce qu'on n'enchaînerait pas plutôt d'abord sur Ferrari? Parce que justement, eux, Ferrari, c'est comme McLaren, ils apportaient beaucoup d'évolutions. Et puis au final, il y a eu quand même Hamilton, c'était plutôt terne. Au final, toujours un peu en deçà de son coéquipier. Voilà, bon, c'est un peu ça le message, c'est terne. Et puis Leclerc, lui, qui était pas aux avant-postes, mais quand même pas si loin et qui est un peu, dernier tour. Il y a eu cette tentative un peu de stratégie qui rappelait certains les dernières courses de 2021 avec Hamilton et Verstappen il voulait avoir le mode d'overtake, donc il gère son truc avec Piastri et puis boum derrière tête à queue il perd tout, et puis il se retrouve pénalisé, donc au final 8e place. Comment vous avez vécu ce week-end Ferrari? Vous disiez que ça y est, c'était bon, c'était la bonne voiture. Il y a eu pas mal d'émissions où à chaque fois on a dit qu'en début de saison on dit ça y est, c'est bon, ils ont la bonne voiture. Il me semble quand même qu'il y a eu, en tout cas c'est ce que disait Takuma. Moi je sais pas, c'est pas très clair encore toute cette histoire. On parle du moteur justement où ils ont un déficit, mais ça y est, ils ont la bonne voiture. Je sais pas trop. Ils ont le châssis. De ce qui ressort des analyses des gens qui sont bien plus spécialistes que moi, attention, je vais pas me déclarer spécialiste châssis, mais de l'avis de tout le monde, la Ferrari est bien née sur le plan châssis. Vraiment, il y a un vrai travail et tu sens que c'est quand même une... Oh, c'est pas possible. Pardon, c'est le foot. Pardon.
Pardon. C'est le foot. Oui, non, c'est que la Ferrari, elle est bien née, mais le moteur est moins puissant. Et en fait, tu le sens dans la façon de piloter de Leclerc qui surpilote pour essayer de combler, on va dire, le retard de puissance. Et c'est ce qui fait qui fait cette erreur, en plus de la fatigue des pneus, il réaccélère trop vite. Il l'a dit, c'est son erreur. C'est son erreur. Après, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mais du coup, oui, en fait, elle est prometteuse, cette Ferrari, mais il manque un truc. Comme tu sens qu'ils sont pas loin, vraiment, hein. C'est terrible. Tu sens que ça travaille, ça a pas fait de grands discours, ça apporte des innovations, ça a bossé pour proposer un peu autre chose. T'as l'aileron qui a été copié par Red Bull, qui ont fait une version différente, mais je veux dire, C'est pas copié. non, mais ils s'en sont, je veux dire, ils ont vu le concept, Non, ils ont parce fait qu'il y a... leur version. Non, apparemment, le concept a été développé depuis l'été dernier. Et avant que, en fait, eux aussi, ils ont pensé à ce Ok. truc-là. Ok. Et moi aussi, je pensais Ok. qu'ils avaient copié. Et a priori, non, sur les gens du milieu disent non, Red Bull leur a dit, ils ont commencé à développer ce truc-là en été. Alors peut-être que c'était dans un truc de fond de tiroir. T'as 2-3 ingénieurs qui ont bossé dessus. Et peut-être que c'est là où il y a un petit peu du mensonge. Et là, je vais revenir vers toi là-dessus. C'est que quand ils ont vu Ferrari le mettre vraiment en place, c'est-à-dire, Jürgen, etc., vous nous avez pas parlé d'un aileron qui Macarenung. faisait la Macarena, mais de l'autre L'aileron côté, Macarenung. Non, et ça, ben, on va développer ce truc-là. Et je pense qu'on est là-dessus. Hein. On est sur du jeu de mots. Mais n'empêche que c'est pas, enfin, sur les dernières années, on n'avait pas l'habitude de voir Ferrari essayer quand même de développer des choses qui sortent un peu du lot, tu vois, ils étaient quand même très scolaires, etc. Là, je veux dire, tu vois, ils ont eu cette vision du flap qui se retourne entièrement, etc. Il y a un truc, tu sens quand même qu'ils ont potassé, ils sont pas arrivés en se disant on est Ferrari, de toute façon on va gérer. Non, il y a quand même ce truc. Ah là, c'est le moteur où ils ont pas trouvé ce petit boost, ce petit quelque chose pour assembler les deux. Ils sont pas loin. Ils sont à 2 cm du bol de sangria, mais ils y sont pas, quoi. Ils sont bloqués à l'entrée. Après, c'est ce qu'on disait sur le moteur. En fait, ils sont partis sur un parti pris. De faire un turbo un peu plus petit pour assurer les démarrages. Et en fait, ils se sont fait attraper par la réglementation où ils ont dit ah ouais, c'est vrai que les turbos chez les autres, ils sont un peu trop gros. On va mettre une procédure où on va ajouter 5 secondes avant avant les feux pour que les autres puissent monter le turbo en pression. Alors le turbo, alors que eux, s'il n'y avait pas eu cette modification pour partir, sur la grille de départ, eux, ils seraient partis comme des fusées et les autres, ils seraient restés encore déjà qu'ils partent comme des fusées, voilà. On le voit au départ. Mais il faut quand même rappeler ils se sont fait avoir avec ce truc-là, quoi. Il faut quand même rappeler quelque chose sur les turbos. C'est que Ferrari, quand la réglementation est sortie, ils ont fait, mais vous savez que les départs, ça va être catastrophique et tout, personne les a écoutés, hein. Et bizarrement, ils sont arrivés en disant, bah, ok, on va faire notre truc. La FIA, ils ont fait, on va changer. Tu fais, bah, ouais, mais bon, les gars, je sais pas, bossez votre règlement avant, en fait. On vous l'a dit que c'était, enfin, tu vois, tu vois, t'es vraiment supporter de Ferrari. Tu vois ça, tu fais, bah ouais, mais bon, enfin, on alerte avant pour dire on est réglo. On vous dit que ça va merder, vous dites rien, on dit ok, on bosse là-dessus. Et derrière, les autres disent ah, mais en fait, oui, c'est de la merde. Et du coup, il y a un truc qui se fait. Tu fais, bah ouais. Par contre, quand t'as le moteur Mercedes ou du coup, bah, je pense que Ferrari, quand ils ont eu l'info, ils ont dû dire bah ouais, mais en fait, dites non, les cocos, eux, c'est de la vraie triche. Eux, vraiment, c'est pas de l'interprétation. Là, c'est de la vraie. Mercedes et Red Bull, quoi. Oui, voilà. Et du coup, la FIA qui est un peu en mode il y a plus de réseau, on passe sous un tunnel à Monaco. C'est terrible. Donc, je peux aussi, tu vois, je peux imaginer qu'il y a de la frustration dans les équipes qui ont travaillé et tout, parce que si la FIA ne met pas en plan ce truc pour les départs, etc., comme tu dis, Lens, déjà que sur les départs, on l'a vu là, le départ de Leclerc, c'est n'importe quoi, hein, mais ça aurait été encore plus flagrant. Tu peux prendre
un 5-6 secondes au départ. Et alors, c'est une autre course derrière parce que faut quand même les rattraper. Alors même si les Mercedes et les McLaren sont de bonnes voitures, il faut les rattraper. Voilà. Donc bon. Donc voilà pour Ferrari qui est pas loin, hein. Qui est pas loin. Ils sont à ça. Ouais, mais et en fait, c'est ce que disait aussi Jacques. Le gros problème, c'est que cette phrase, on l'a dit à propos de Ferrari tous les ans. Mais oui, je suis d'accord. Ils étaient pas loin de Red Bull avant qu'il y ait l'hégémonie sur juste avant. Ils étaient pas loin de McLaren avant que les papayes elles passent la seconde. Là, ils sont pas loin des Mercedes et entre guillemets aussi de McLaren. Mais tu sens que c'est encore derrière et qu'il y a un déficit. Il y a toujours un déficit quelque part qui font qu'ils sont pas dedans, quoi. Mais c'est ce qu'on disait dans de précédents épisodes des barbecues que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. C'est que Ferrari, ils travaillent en suivant le règlement, mais ils sont trop scolaires, t'as l'impression. Il leur manque un peu l'exploitation de la zone grise, quoi. Ce grain de feu. Ouais. Il leur manque ce truc pour vraiment passer un cap. Et t'as l'impression que vraiment le règlement, ils le prennent genre très ligne par ligne. Par contre, ils sont imbutables dessus. Ils sont très bons, mais il leur manque ce petit truc de vice, en fait. Et la dernière fois qu'ils ont vraiment fait du vice, ils se sont fait choper avec les accords secrets, l'injection d'huile, etc. Et derrière, tous les autres, ils ont eu des trucs, mais ça a été plus soft, on va dire, sur la sanction. On va dire, c'était en mode, on a chopé, vous finissez la saison et après on verra. Là, donc il y a un complot, il y a un complot anti-Ferrari, c'est ça que t'es en train de dire. Non, non. Alors, s'il y a bien une écurie qui en a profité pendant des années. Bon, voilà, faut pas non plus tomber là-dedans. Hein. Mais, ce serait quand même. Non, mais voilà. Mais je pense qu'ils sont scolaires, ils sont super scolaires, ils bossent très très bien. Mais parfois, il te faut ce petit. Ok. Il faut ce petit truc, voilà. Alors, il leur manque, je pense, ce petit soupçon de. Ouais, de je ne sais quoi, pour que ça marche. Et puis peut-être aussi un petit je ne sais quoi côté Hamilton quand même, parce qu'on aurait envie que ça finisse par venir, mais là c'est pareil. Comme on dit chaque saison, ils sont pas loin. Hamilton, on sait pas trop s'il finira par retrouver le feu qu'il animait en temps. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas cette saison. Mais là, je ne sais quoi, peut-être que quelqu'un l'a retrouvé. Notre ami Max semble avoir, les étincelles sont revenues dans son cœur et dans son moteur. Sur ce week-end, puisqu'il signe, il était déjà en première ligne sur les qualifications pour le Grand Prix, et puis on l'a vu quand même beaucoup plus offensif, agressif, percutant. On l'a vu retrouver son étoffe d'antan avec ses dépassements un petit peu agressifs pour le moins. Il push me voilà. off the track. Et bon, voilà, en contrepoint, on a Hadjar. Alors bon, c'est vrai que on dit souvent que la vérité d'un pilote, c'est celle du dernier Grand Prix, et on oublie vite ce qui a été fait avant, mais c'est vrai que c'était un Grand Prix difficile pour Isaac Hadjar. Alors qu'il avait un rythme avec ses hards. Il faisait remonter, il était super bien. J'étais tech pour lui, vraiment. Hein. Voilà, mais il avait un super rythme, il remontait, mais tout le monde, vraiment, il était en de faire un. C'est ce qu'il a dit. Super Grand Prix. C'est ce qu'il a dit. Ouais, mais ça se voyait, je veux dire. Oui, parfois, tu sais, t'as des pilotes qui vont te dire, ouais, je faisais une belle course, machin, et ça se retranscrit pas vraiment, tu sais, sur le delta de place gagnée, etc. Oui, même les temps, quoi, tout simplement. Mais là, vraiment, enfin, il part dernier, il part en hard, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et vraiment, il a remonté 4 chicanes mobiles, déjà au départ. Bon, voilà, c'est pas compliqué. Mais après, il faisait une très belle course et il fait une erreur Monaco. C'est-à-dire que trop d'intérieur tue l'intérieur et il prend le mur et puis suspension, merci, au revoir dans le mur. Et alors le timing de lui qui sort et Gasly qui sort, mais on en parlera plus tard. Oui. Bon, c'est quand même assez comique. Mais Red Bull, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux voitures cette année. J'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine, je dirais pas égalité, n'exagérons pas, mais il y a quand même pas cette disparité des années précédentes. Je trouve quand même que là,
l'écart pour moi est plus sur le côté où Verstappen, c'est un robot, c'est une machine, enfin c'est une IA, c'est Claude, je sais pas, c'est non mais vraiment, enfin Il y a beaucoup d'anthropique. non mais je suis vraiment épaté par ce pilote parce que ce qu'il fait avec sa voiture, c'est prodigieux, c'est le meilleur pilote du plateau et il y a pas match. Et je trouve que là, Adjar, on voit qu'il est encore jeune et qu'il a de la marge de progression, mais pour moi, il n'est pas largué comme on a pu voir les années précédentes où tu avais l'impression qu'il y avait une F1 et une F3. Là, je pense qu'il y a que Adjar va vraiment progresser sur le long terme, devenir un meilleur pilote. Il va apprendre dans une écurie de pointe. Il va apprendre à côté de Verstappen. Et je pense que d'ici la fin de saison, il sera vraiment pas trop loin de Verstappen, si tant est qu'on peut être pas trop loin de Verstappen, parce que voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie volonté d'avoir une écurie Red Bull et pas Verstappen et puis voilà. Donc au moins pour ça, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Et mention spéciale à la pirouette de Verstappen au départ, je comprends pas comment il la sauve, comment il est encore dans le Grand Prix, enfin c'est un miracle. Oui. Et pour terminer, on m'annonce de la pluie d'ici 20 minutes dans le virage numéro 2. À suivre. Ouais. Après, bon voilà, course malchanceuse, on va dire. Enfin, malchanceuse. Il y a eu cet accident d'Adjar, mais il y avait quand même en qualif où il était beaucoup plus loin que sur les Grands Prix précédents de son coéquipier. On a dit que son coéquipier semblait avoir retrouvé la flamme. On avait Adjar qui était à, il me semble, plus de 8 dixièmes de Verstappen sur les qualifications du Grand Prix. Donc c'était difficile. Après bon, il y a eu cette sanction où, avec son histoire de fond plat, il part du stand et donc après cette remontée et qui se termine effectivement avec cet accident sur le même tour que Gasly. Tout de suite, de toute façon, le monde de la F1, ça va vite. Hein. Ça y est, on dit le bac est maudit, le retour du bac est maudit. Voilà, bon, c'est Pirates des Caraïbes. Enfin voilà, il est déjà enterré, Isaac Adjar, mais bon, on verra le prochain Grand Prix à Montréal. Ça sera peut-être différent. Mais alors, comment t'expliques Lance que on a l'impression que Verstappen, il a retrouvé un peu sa grinta. Parce que en fait c'est le cas, hein. On l'a vu en course, on l'a vu faire sa récupération sur le départ, on l'a vu, il était là quoi. Alors que les fois d'avant, il critiquait effectivement, il chouinait en interview, comme vous avez dénoncé les chouineurs pendant de longues minutes, critiquait la réglementation, puis là il revient et puis voilà, dès qu'il peut retrouver les avant-postes, on critique forcément moins la réglementation, comme McLaren critique moins, ils sont plus contents, ils ont plus grand chose à dire, ça va mieux, on a fait un pas dans la bonne direction, maintenant on monte sur les podiums. Donc ça, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est avant la petite pause forcée. Il y avait une écurie qui, on n'entendait pas trop se plaindre de la réglementation, elle s'appelait Mercedes, bizarrement. Tous les autres se plaignaient. Là, d'un seul coup, tu as des modifs, ça aplanit un petit peu les choses. Les gens amènent des packages qui ont quasiment tous bien fonctionné, hein, parce que tous ceux qui ont amené des éléments, ça a quand même bien fonctionné en général. D'un seul coup, oui, t'es content. Sa voiture, on sait que Max aime bien les voitures qui ont un train avant à ses joueurs, qui rentrent bien dans les virages. Là, a priori, sur les réglages ou sur la voiture qu'on lui a amenée ou avec ses packages, c'est il a retrouvé une voiture qu'il aime bien. Donc, au final, s'il l'a dit lui-même, j'ai un peu plus confiance dans la voiture. Elle est plus stable. Elle répond comme je veux qu'elle réponde. Et tout de suite le mec il reprend sa marche en avant et il diminue les marges et donc il peut aller chercher des temps autour. Je serais pas surpris que sur les grands prix à venir il chope une ou deux pôles parce qu'il aura fait les bons tours magiques qui vont bien, ce qui était d'ailleurs un petit peu le cas il se plaignait mais il y avait quand même eu des bonnes qualifs aussi sur les grands prix d'avant. Donc, où ça scorait pas forcément parce que tu avais un problème de fiabilité. Là, faut voir aussi, c'est que côté Red Bull, on voit que Isaac se plante. Et donc là,
dire que t'as pas, tu sais exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire safety car, vu où la voiture était plantée. Alors avec en plus Pierrot qui a fait un tonneau avec Lawson qui lui, c'est Lawson qui perd la boîte de c'est vitesse ça, ouais. et qui fait et les freins et qui fait un tout droit. Donc dans ce cas-là, il maîtrise plus la voiture. Hein. C'est lâche le volant et la voiture elle va où elle va. Hein. Tu constates les dégâts et malheureusement il y a Pierrot qui était sur le chemin. Donc tout de suite, Red Bull qui joue un va-tout et qui fait rentrer Max. D'ailleurs, c'est quasiment le seul à rentrer sur le premier tour. Il va repartir derrière, mais après c'est une fusée. Il passe tout le monde à chaque fois. Enfin, il passe. Allez, peut-être en moyenne, je vais dire 5-6 secondes derrière la voiture qui est devant lui, avant de lui mettre de les passer à chaque virage. Enfin, il a mouché tout le monde et il est revenu aux avant-postes. Bon, à la fin, ses pneus étaient morts, donc il a résisté comme il a pu et il a aussi profité. Alors, il s'est pris une pénalité pour avoir franchi la ligne en sortie, mais au final, avec Leclerc qui a fait lui aussi son petit tête à queue et qui a fait au dernier tour, où c'est finalement ça lui a rien coûté. Il y avait une bonne stratégie aussi. Donc au final, aujourd'hui, la Red Bull, elle est la 4e force du plateau, mais elle est plus aussi éloignée qu'elle semblait être en début de saison. Ça s'est quand même assez rapproché. Donc s'il y a encore un peu plus de package à venir, un Max content. Alors, et on parlait aussi d'un Russell qui pourrait bouger. Tu as typiquement un Russell qui s'en va de Mercedes. Je serais pas étonné qu'il tente un Max Verstappen. Et donc, Max, si tu veux le garder chez Red Bull, il faut aussi que tu le brosses dans le sens du poil. Et même si à cause de ça, tu as le deuxième baquet qui redevient l'antre du démon, quoi. L'antre maudit où si tu passes dans ce baquet-là, t'es maudit sur 25 générations, quoi. Donc, est-ce que c'est parce que quand on a vu que Red Bull a quasiment réussi à être champion du monde avec seulement Max, bon, il gagnait toutes les courses, donc c'est plus facile. Est-ce qu'ils se disent, voilà, si on veut pas essayer d'exister quand même, on a le meilleur pilote du plateau à la maison, autant maximiser ses chances pour lui, alors que les autres, ils sont obligés de faire des compromis parce que tu peux pas favoriser Antonelli vis-à-vis de Russell et vice-versa. Normalement, il n'est pas indiqué que tu favorises Leclerc vis-à-vis d'Hamilton, mais bon, voilà, ça reste le petit jeune de la maison. Pareil du côté des papayes, même si Lando maintenant a ce titre de champion du monde, tu as quand même Oscar qui est là et qui verrait d'un mauvais œil si on met tout pour Lando. Donc, Max a aussi cette corde à son arc sur le fait que l'équipe a quand même travaillé pour lui, même si Laurent Mekies, tu as quand même l'impression qu'il a envie de faire vivre son deuxième pilote. C'est déjà ça, quoi. Ouais. Il faut dire aussi que Red Bull va faire ses 2 dernières saisons avec Giampiero Lambiase qui, semblerait-il, a signé en tant que team principal de McLaren. On savait qu'il partait chez McLaren et Mekies aurait balancé un peu l'info en mode peut-être pas censé sortir, mais bon voilà, ce serait pour être team principal chez McLaren, ce qui explique pourquoi, oui, c'est une offre qui est difficile à refuser quand même quand on te propose un tel truc. On comprend que du coup, il décide de partir. Ça, ce sera une grosse perte aussi. On sait que Verstappen pourrait très bien dire après 2027, bon, maintenant, j'ai perdu Lambiase, il y a plus Schnitzel, Jean-Marie Le Pen, cette écurie m'intéresse plus, je vais faire de l'endurance. Parce que bon, on sait très bien que lui, ce qu'il veut, c'est juste rouler sur le Nürburgring pendant 24 heures et il est le plus heureux du monde. On n'est pas à l'abri de ça. Donc voilà, ça peut rebattre les cartes. On en a parlé. Une grosse silly season qui pourrait arriver, on n'est pas à l'abri. Mais Red Bull, oui, cette saison, je serais pas surpris qu'ils aient cherché des courses. Très clairement, je pense qu'ils ont le potentiel pour aller faire ça et je trouve que ça travaille bien malgré les pertes qu'ils ont eues parce qu'ils ont aussi perdu Adrian Newey, ils ont perdu d'autres ingénieurs. Donc voilà, ça travaille quand même encore très bien.
Et ils gagneront pas de championnat cette année, mais ils prendront des courses. Ok. Bon après, c'est vrai qu'on se dit, on a l'impression que la saison elle a déjà débuté depuis longtemps, c'est vrai, mais il n'y a pas eu tant de Grands Prix que ça. Et comme c'est de la nouvelle réglementation, c'est normal que les choses elles varient avec les évolutions apportées, la compréhension des voitures, la compréhension des moteurs. Parce que Red Bull au début, on était un peu catastrophé de ce qui se passait là-bas. À part Hadjar qui arrivait à être compétitif face à son coéquipier. On avait vu des bonnes qualifications de sa part, meilleures que ses prédécesseurs dans le baquet body. Donc les choses, elles peuvent évoluer quand même. C'est ce qu'on est en train de dire. Et justement, en parlant d'évolution, peut-être un petit focus sur notre écurie Alpine. On parlait justement de la compétition entre les coéquipiers. On a vu Colapinto qui était plutôt pas mal sur ce week-end. Gasly, il était dominant depuis le début de la saison. On sait que c'est le pilote numéro 1 de l'écurie. Même si on a pu voir certains extraits avec Briatore qui disait que Pierrot, ça serait quand même bien de se bouger aussi. Un peu enchanté par ce qu'a fait Colapinto sur ce week-end. Alors on l'a dit, hein, Alpine, effectivement, avec ce moteur Mercedes, avec cette nouvelle réglementation, ils sont compétitifs, ils sont dans les 5. Alors ils sont un petit peu en retrait des 4 premiers, mais ils sont bien installés quand même, que ça soit en qualification, en course, ça marche bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors effectivement, la côté français de l'écurie est de plus en plus tenu. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui va se passer, Takuma, avec nos amis d'Alpine? Pierre Gasly, le pauvre, il fait un super départ et il se prend entre guillemets Verstappen devant lui, donc ça le fait freiner et tout le momentum qu'il a, il est obligé de laisser passer d'autres, donc il redescend et c'est dommage pour lui. Et puis derrière, il se fait harponner par Lawson, mais là c'est un vrai fait de course dans le sens où Lawson, il a un souci de boîte de vitesse qui fait qu'il a plus de frein et c'est Gasly qui en subit les conséquences. Là, c'est vraiment pas de bol. Je veux dire, sur le replay, on pense que c'est Lawson qui loupe son frein. Non, là, malheureusement, c'est la voiture qui loupe ses freins. Donc c'est triste pour Pierre. Et derrière, Colapinto qui, sans faire de bruit, fait top 10, ce qui est quand même très honorable. Alpine qui semble être la 5e force quand même, je trouve, cette saison pour le moment, avec As. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. Ouais. Mais ils partent de loin. Donc déjà, aller voir 5e force, c'est un début. Hein, clairement. On n'est plus dans les situations où ça fait 18e et 19e et c'est un enfer. Au moins, tu sais que tu as une voiture où tu peux aller chercher des points. Et je pense que moralement, ça libère d'un poids quand même. Colapinto qui a pas fait une erreur, qui a été plutôt propre. Donc bravo à lui. Dommage qu'il soit argentin puisque ça amène avec lui son lot d'immenses débiles dans les commentaires des publications de X, Y, Z, parce que les Argentins sont quand même un peuple rempli de débiles. Je vais rester sur débiles, restons un peu polis. Mais sinon, écoute, je suis le premier surpris, parce qu'on peut pas dire que je sois le premier défenseur de Colapinto, le pilote. J'ai rien contre l'humain, je le connais pas, donc après, voilà. Mais le pilote m'avait pas impressionné. Pour le moment, cette course lui donne du crédit en mode, quand même, non, il peut mettre cette voiture dans les points, faire une course propre et montrer qu'il a sa place en Formule 1. À voir sur le long terme si c'était pas un coup d'éclat, parce qu'on a déjà vu Lance Stroll aussi faire des courses où tu te dis mais en fait il a du talent ce gamin, putain c'est pas possible, et au final ça retombe pour XY raison. Donc on verra sur le long de la saison s'il parvient à continuer. Ok, mais en tout cas à noter tout de même sur ce qu'on prie pour Alpine, c'est que Gasly avait des améliorations que n'avait pas son coéquipier et qui n'ont visiblement pas trop porté leurs fruits, puisque était devancé en qualification notamment par Colapinto. Est-ce que Lance, d'après toi, on sait jamais, est-ce qu'ils peuvent faire de meilleurs résultats que ce qu'ils font à l'heure actuelle? Est-ce que avec ce moteur Mercedes eux aussi ils peuvent gagner en compréhension?
On avait beaucoup parlé du fait qu'il y avait ce déficit du moteur sur les saisons précédentes et que passer chez Mercedes, ça allait leur faire un gros coup de boost. Est-ce que quand même c'était voilà, ça se concrétise un petit peu quand même. Bah, c'est vrai que ça fait mal de le dire, mais oui, le châssis a l'air d'être pas mauvais. Et vraiment, ce qui a l'air de ressortir, c'est que oui, c'est le moteur qui avait tendance à tirer la voiture vers le bas. Donc, ça fait chichi pour Viry, mais au final, bah, c'est Enstone qui a gagné la guerre. Hein. Donc maintenant, à voir ce que ça peut donner. Je suis du même avis que Takuma sur Colapinto. Tout le monde se disait à quel moment il allait se faire virer et que Briatore allait le sortir. Bah là, il est quand même bien parti pour rester, notre cher ami. Donc, c'est pas mal. Euh, Pierrot doit montrer un petit peu plus, mais au final, j'ai envie de dire que dès la saison passée, les Alpines qui sortaient de la Q1, on n'était pas loin de déboucher le champagne. Aujourd'hui, ne pas les voir en Q3 est une contre-performance. Donc, c'est qu'il y a quand même un petit changement de momentum. Alors, bien sûr, t'as des voitures qui sont en retrait. Je sais pas si on en parlera, mais Williams a amené des très bonnes améliorations. Et est-ce qu'ils vont venir justement perturber un petit peu tout ça? Donc il faudrait qu'ils amènent une ponceuse pour enlever du poids, hein, surtout. Hein. Oui. Williams, c'est le principal souci. C'est ça. La voiture a gagné un petit peu. C'est un peu allégé, mais elle garde quelques bons points. Mais en tout cas, voilà, si tu réussis à avoir des Racing Bull pas mal, des Alpines pas mal, des Haas pas mal et des Williams pas mal, plus Audi. Qui peut venir avec un Bortoletto et un Hülkenberg, on a un midfield qui est extrêmement intéressant. Bon, on parlera pas de Cadillac qui est en apprentissage complet et Aston Martin qui au moins n'a plus de vibrations. Allez, ils ont fait des. Alors, on n'a pas parlé des pronos, mais c'est vrai que moi j'avais mis des qui finiraient pas le Grand Prix. Malheureusement. Ça fait quand même ça fait 2 Grands Prix qu'ils arrivent à finir quand même. C'est ça. Donc au moins ils ont ces choses-là. Ça, voilà, tu t'avances gentiment. Il y a un tel déficit avec Honda, c'est que de toute façon Aston Martin, on les reverra pas avant la saison prochaine minimum. Donc là, t'essayes de gommer. C'est limite. Est-ce qu'ils doivent pas jeter la saison dès maintenant? Et commencer à développer la voiture pour la saison prochaine, parce que de toute façon, alors bien sûr, il y a eu ce truc qui a tourné où Fernando Alonso faisait le temps d'une F2. Bon, c'est un peu fake, parce qu'au final, c'était un temps qui était pas qualif, et donc au final, il n'a pas poussé la voiture. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'en conditions de course à pneus équivalents, ils étaient 3 secondes et demie moins rapides que les McLaren. Sur des pneus usés McLaren et des pneus soft pour Alonso en mode j'attaque, il y avait toujours un déficit d'1 seconde et demie. Donc c'est dire c'est même plus un fossé, c'est la mer Rouge qui s'est ouverte en deux. C'est le détroit d'Ormuz. Non, j'en sais rien. Mais voilà, il y a quand même un écart monstrueux. Compréhensible pour Cadillac parce que eux, c'est vraiment la nouveauté avec des vieux pilotes qui essayent de faire progresser. Et ça progresse gentiment, mais ça reste éloigné. C'est quand même grâce à eux. La règle des 107% est revenue et tu calcules pour savoir s'ils vont pas être dedans. Voilà. Donc, cette règle des 107%, quelle tartufferie, hein, vraiment. Si, je vous jure, elle existe. Tous les grands prix où il y avait cette règle, ils participaient tous, t'étais en mode l'école des fans. Non, mais si, allez, c'est pas grave, vous êtes mignons, allez, faites le grand prix. Bah, mettez pas la règle, hein, assumez. C'est bon, c'est pas grave. Parce que pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, il y avait un moment où il y avait plus de voitures lors des qualifs que de voitures sur la grille. Donc il y avait des voitures
qui restaient dans les stands. C'est-à-dire que si tu ne te qualifiais pas pour la course, c'est-à-dire que, alors je sais plus combien c'était de voitures, mais je crois que tu en avais, c'est par paire, donc c'était deux voitures ou 4 qui pouvaient rester dans les stands. Voilà, vous participez à la course, vous n'avez pas été assez rapide. Mais là, pour le coup, c'est aujourd'hui quand tu vois l'argent mis par les écuries, c'est inenvisageable de voir là, ça serait Aston et Cadillac qui ne courent pas le dimanche. Ouais, après c'est un peu comme en vélo où t'as les hors délai quoi. Ça existe quand même, c'est appliqué quoi. Mais même en vélo, c'est-à-dire que quand il y a ça s'est vraiment battu et que ça s'est déjà vu, le groupe Eto derrière qui arrive complètement hors délai. S'ils appliquaient la règle, une fois, tu avais quasiment, je vais pas dire les 3/4 du Tour de France, enfin du peloton du Tour de France, qui étaient disqualifiés. Ah, mais c'est quand même appliqué de temps en temps. Quand même. Ils n'ont pas appliqué la règle. En F1, ça l'est jamais. Ils appliquent si tu as 10 mecs. Si tu as la moitié du peloton qui est concerné, bizarrement, ils vont trouver des circonstances atténuantes. Ils vont dire les mecs devant, ils sont trop forts. Bon, allez, dans notre grande mansuétude, vous restez. Il y a la règle et puis il y a l'esprit de la règle. C'est pas toujours pareil, quoi. Il y a des règles qui sont pas droites, quoi. C'est ça que tu veux dire, Lens. Oui, c'est comme il y a beaucoup de sports qui sont comme ça. C'est quand il y a des choses à élimination, bon. Mais dans les faits, oui, tu pourrais très bien dire, non, la règle c'est la règle. Vous avez décidé de vous balader avec votre bicyclette en montagne tranquillement, une petite pâquerette dans la bouche. Vous avez décidé de pas plus attaquer que ça. Bon, certes, il y a des mecs qui sont trop forts devant. Qui se sont tirés la bourre et vous ont mis dedans. Mais à un moment, la règle, c'est la règle. Donc après, à toi de déterminer, quand tu es organisateur de la course, de dire que, bon, allez, en montagne, le hors-délai est de temps, mais bon, on sait qu'on a des avions de chasse qui vont vouloir se tirer la bourre. Allez, tu peux le prévoir à l'avance et mettre quelques petits pourcentages en plus. Tu dis ça à tout le monde se fait sa moyenne à peu près en tête. Et attention, on sait plus trop si on parle de Formule 1 ou de vélo là, c'est non, compliqué. Mais tu fais limite de la rétro-ingénierie quoi. C'est-à-dire donne-moi en combien de temps tu veux que je fasse la course et je te dirai quel est le hors délai quoi. Tu parlais de la motorisation hybride des vélos, c'est ça? C'est la nouvelle réglementation. Un moteur à la mi-électrique, mi-musculaire. C'est ça, exactement. On tient un nouveau truc. Mais après, on a parlé aussi ces derniers temps alors je sais pas si ça a eu lieu ou pas, les Enhanced Games, les Jeux Olympiques où il n'y a pas de réglementation pour le doping. Je sais pas si ça a eu lieu ou pas, mais j'en avais un petit peu entendu parler. Là, il y a des gens qui disent, au lieu pour les athlètes qui prennent n'importe quoi et qui mettent leur santé en danger en prenant des produits qui sont un peu vendus sous le manteau et pas forcément top, que tu légalises tout ça, comme ça tu as des produits safe qui améliorent la performance, comme ça les gens sont contents, ils voient des mecs courir le 100 mètres en 6 secondes. Les produits safe. Ils voient des mecs monter le col du Galibier à 25 km/h. Ça pose aucun problème à personne, vu que voilà. Après, tu vois des joueurs de foot courir comme des lapins pendant 90 minutes. Il n'y a pas de dopage dans le football, arrête, enfant. J'ai cru que l'un de vous... Non. Il n'y a jamais de football il n'y a pas de dopage, arrête, enfant. Du tout. Bah, oui. C'est qu'en athlétisme, en cyclisme et en haltérophilie, c'est tout. Les autres, il y en a, au rugby, ils sont tous clean. Au foot, ils sont tous clean. Faut arrêter maintenant d'avoir des soupçons. Exactement. Non, mais je vois que tu es un partisan de la légalisation du doping.
tout ça. Mais j'ai cru que non, mais non. J'ai cru que C'est- Takuma, c'est j'ai cru quand même que Takuma je allait date dire des qu'il y avait pas de drogue dure, il y a pas de drogue douce, il y a de la drogue et puis c'est tout. Mais je ne sais pas. Moi, alors, je suis à titre personnel le moins concerné de tout ce qui le sujet des drogues. Hein. Même si j'écoute de la musique de drogué, je ne suis pas consommateur. Alors là, je pourrais pas vous faire un descriptif de tout ce qu'il y a. J'y panne rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà, hein, je vous laisse faire ce que vous voulez de votre corps. Hein. Ouh là là. Non, mais en tout cas, on va pas prendre de la nandrolone pour faire de l'haltérophilie ou des amphétamines pour accomplir des exploits aux Jeux Olympiques. Alors, pour tenir le barbecue foot, des rails de coke, alors là, ils tournent pour tenir les 4h30. Alors là... J'aurais préféré que tu n'en parles pas, mais bon, là, on est sur barbecue F1, il n'y a pas de... Mais cela ne nous regarde pas. Mais on parlait d'Alpine, on a parlé des autres écuries. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur tout ça? Je vais peut-être faire un point sur le classement constructeur. On disait Alpine 5e écurie, effectivement. 4e écurie, c'est Red Bull, ils sont à 30 points, tandis qu'Alpine est à 23. Ce qui est pas beaucoup finalement, parce qu'on Red Bull en ressenti, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus proches des autres. Mais c'est sur ce Grand Prix. À 64 points de McLaren, quoi. C'est sur ce Grand Prix parce qu'ils sont là. Et Verstappen a remontré sa tête, mais auparavant c'était difficile. En tout cas, Mercedes 180 points, Ferrari 2e 110 et 3e McLaren 94. Donc ça commence à causer quand même cet écart Mercedes-Ferrari. Il y a déjà 70 points. Mais bon, beaucoup de Grands Prix, donc 70 points. Puis on a vu la saison dernière que c'était peanuts, 70 points, n'est-ce pas? Et 2 écuries à 0 quand même, Aston Martin et Cadillac, qui sont à 0, Audi 2, Williams 5. Si Aston ou Cadillac mettent un point cette saison, c'est qu'il y a eu un carambolage. Aston, je fermerai pas la porte parce que c'est chaud quand même. Bon, ça c'est que de la simulation, mais leur simulation les annonce quand même en tant que le rythme est pas dégueu, ils l'ont. Alors ils ont des améliorations à apporter, on est bien d'accord, hein, que en l'état ça paraît, mais la perfo elle est là. Là où Cadillac. Je leur jette pas la pierre. C'est quoi ton pronostic là? Il y a quand même Lens qui avait annoncé un doublé Ferrari à Monaco avec une victoire d'Hamilton. Tu veux pas pronostiquer? Là, t'avais l'air chaud sur Aston Martin. Tu veux pas pronostiquer un petit truc, un nombre de points? Écoute, moi je pose que Fernando Alonso mettra 2 points cette saison sans aucun souci. D'accord. Et que Arvin Littblad se fait sauter parce qu'il est inexistant, je trouve, et que d'ailleurs il faisait un début de saison intéressant. Oui, j'allais dire ça. Enfin, pas moins intéressant que Lawson, quoi. Ouais. Mais par contre, il faut qu'on parle de la combinaison immonde de Racing Bulls, dont t'as l'impression que les mecs ils se sont pissés dessus. Pourquoi tu mets cette flaque jaune au niveau du zinzitou? Pourquoi? Enfin, autant la livrée jaune, pourquoi pas? Et ça m'a fait penser que il manque une voiture jaune dans ce peloton. J'en ai plein le dos, des voitures bleues à nuances de bleu ou du gris à nuances de gris. Mettez-moi un bon jaune Jordan, là, ça me manque un bon jaune Jordan. Ah, c'était bien de revoir du jaune. Mais bon. Et vous avez pas. J'avais appris cette. Parce que souvent, on disait que, tu vois, avec le sponsor HP, où tu as les Ferrari rouges qui maintenant sont à moitié blanches, voire limite, on trouve normal que les mecs soient habillés en bleu, parce qu'on va te sortir des vieilles raisons qu'un jour, Enzo Ferrari, il a mis une chemise bleue, donc c'est normal que les mecs soient en combinaison bleue. Par contre, je savais pas du tout, c'est que DHL, qui était sponsor de Jordan, en fait, ils ont changé le logo à cause de la F1. Ils ont changé le logo à cause de la F1 parce que Jordan leur dit non, on est jaune, on restera jaune. Vous voulez être sponsor, vous serez lettre rouge sur fond jaune. Et donc et ils se sont démarqués comme ça et ils ont gardé le logo. Bon, je vois mal HP passer d'un logo bleu à un logo rouge. Mais pourquoi pas? Mais vous saviez qu'HP était sponsor de Ferrari? Vous n'avez pas... Après, HP, quand même, HP, ils étaient très dominants sur leur marché. Ils sont quand même bien effondrés. Ils ont eu une période où c'était très très dur. Là, ça revient peut-être, mais on sait jamais. Ok, alors je sais pas. Donc là, on disait sur le classement, on a parlé des écuries, classement constructeur, classement pilote. Évidemment, Antonelli est tout devant avec 100 points.
3 victoires, comme on a dit, 3 victoires d'affilée, 3 poles d'affilée, donc c'est quand même une sacrée performance, hein. C'est jamais arrivé dans l'histoire à son âge, etc. C'est un sacré truc. Oui, parce que les deux précédents, c'est des mecs qui n'ont pas du tout compté dans la Formule 1, ils s'appellent Schumacher et Senna. Voilà. Nul. Voilà. Des nulos. C'est ça. Voilà. Deuxième Russell avec 80 points, une victoire. Bon, il a qu'à 20 points, hein, on l'a dit. Hein. C'est pas non plus rédhibitoire, évidemment. Et puis derrière, c'est Leclerc, troisième position, 59. Norris 51 et Hamilton 51, Piastri 43. Et bon, ben là, après, il commence à y avoir un petit écart avec Verstappen qui a 26 points. Donc, effectivement, on a dit Red Bull 30 points, Verstappen 26 points, c'est Adjar 4 points. Voilà. C'est pour ça que quand il y a eu des débats qui disaient Verstappen est toujours là pour le titre, calma. Ouais, t'as déjà 75 points, t'as déjà 3 grands prix à gagner et que les autres mettent 0 points. Faudrait que les ingénieurs de chez Red Bull te sortent un vaisseau spatial quand même, parce que là, je vois pas dans quel monde Verstappen joue le titre de champion du monde pilote. Hein. Ok. Alors, bon, ça on va pas l'écrire parce que voilà, mais il n'empêche qu'il reste. On arrive sur Canada qui était censé être le 7e Grand Prix. Il y a 24 Grands Prix dans la saison, donc il y a quand même de la route pour ce championnat de Formule 1. Il y en a plus que 22, mais même si au final ils essayaient peut-être à essayer d'en recaler un. Alors je sais plus c'est lequel, si c'est lesquels qui ont sauté. C'est Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc l'Arabie Saoudite, il file un peu de pognon, donc ils voulaient essayer. Donc vu qu'on avait un triple header sur la fin de saison, ils réfléchissaient pour en mettre 4 à l'affilée. Et donc essayer de remettre l'Arabie Saoudite en fin de saison. Et bon, vu que c'est du côté de dans une démarche d'optimisation logistique et de développement durable. Tout à fait. Ça serait logique. Un enchaînement Qatar, Abu Dhabi. Peut-être, mais bon, c'est pas gagné. Il faudrait quand même que les conflits dans ce coin-là soient terminés en fin de saison, ou c'est pas forcément gagné. D'ailleurs, quid s'il y a toujours les conflits en fin de saison? En effet. Mais vous en saurez plus en écoutant le barbecue Géopole qui sortira la semaine prochaine concernant cette histoire du Détroit d'Ormuz avec nos meilleurs experts. Voilà. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez Je crois que Takuma avait l'air d'être motivé pour participer à ce barbecue, peut-être. Oh là, non. Ça ira, je vous remercie. Parce qu'il y avait quand même Jacques Attila qui avait annoncé sa venue, notamment. Non. Bon, ok. Bon. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses sur ce Grand Prix? Alors juste, je vous rappelle que si vous voulez suivre les pronostics de la Dream Team Barbecue F1, vous pouvez nous rejoindre sur B-Race. On a notre équipe de pronostics Barbecue F1 et vous pouvez nous rejoindre. Alors attendez, il faut que je retrouve à chaque fois le code pour participer. Si vous allez sur B-Race, je crois que le code... Oh là là là. Au pire, on le mettra dans la description de la vidéo. On le mettre dans la description de la vidéo. Attendez. Que je vous dis. Le code, c'est F30A02. Mais on le mettra dans la description de la vidéo. Si vous voulez suivre nos pronostics et voir que c'est notamment quelqu'un qui nous manque, qui est Fernando Gaspacho, qui est le leader pour l'instant du classement, suivi de Sébastien Vettel, qui nous manque aussi. Et troisième position, Jacques Lafritte. Tandis que Lance Stroll se positionne en 4e position. Ouais, j'ai perdu pas mal de points avec Leclerc qui a été déclassé. Avec son spin m'a fait perdre des points. Hein. Je suis ronchon. C'est le cas. Ok. Bon. Quelque chose à ajouter, Takuma? Lance, Takuma, je te vois, tosses les sourcils, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est... Tu vois, t'es en train de voir l'interview de Simeone, je pense, sur... Non, je suis en train de... Parce que ça ne concerne pas la F1, donc ce n'est pas intéressant. Bref. Ok, très bien. Bon, c'était un plaisir de se retrouver, en tout cas, les gars. Grand plaisir de refaire cette émission. On a un petit trou encore avant ce Grand Prix du Canada. On n'est pas à l'abri d'une surprise concernant Barbecue F1. Faut que je vois avec notre ami Carlos Misère s'il y a peut-être une surprise à nous proposer. Je ne vous en dis pas plus. Vous l'écouterez peut-être. On ne sait pas
Ça va se monter, il y a peut-être un truc qui arrive. En tout cas, merci pour cette émission. Ciao les gars, c'était un plaisir. Bye bye. Au plaisir. Ciao. 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 Accélère, accélère.